Notre invité est Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien? Très très bien, merci. Avec vous, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, Tiemoko Melietse Kone, nouveau vice-président. Nous allons également parler de la France. Le débat présidentiel sera-t-il déterminant pour le second tour? Et puis on termine par l'Ukraine. La Russie lance l'offensive Est. On commence donc par la Côte d'Ivoire. L'actuel gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Tiemoko Melietse Kone, a été nommé ce mardi 19 avril nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. Un poste vacant depuis juillet 2020. Maître, qu'est-ce qui a motivé le choix de Tiemoko Melietse Kone? Écoutez, bon, je crois que la question devrait s'adresser au président Alassane Ouattara. Nommé comme vice-président quelqu'un qui n'a aucune aspérité, politiquement il est terne, il a comme mérite d'avoir à peu près le même parcours que Alassane Ouattara lui-même. Il voudrait mettre son clone qui s'y prendrait pas autrement. Bon, il ne peut pas aller chercher Tené Ouattara parce que là c'est photocopie et du coup on allait être en plein dans le népotisme, donc tout le monde allait être vent debout. Donc il est allé prendre quelqu'un qu'il est sûr de contrôler, quelqu'un dont il est sûr qu'il sera docile dans son ombre et que en fait il a choisi quelqu'un qui sera son ombre à lui. C'est-à-dire que monsieur Tené Tiemoko Melietse Kone, au final, il n'est que l'ombre portée de Alassane Ouattara lui-même. Donc, on n'est pas très surpris. Ça nous donne déjà une projection et les présages possibles sur ce que sera l'après-Ouattara. C'est-à-dire, on va faire du Ouattara sans Ouattara. Parce que, vous savez, on nomme un vice-président pour probablement se désigner un successeur. D'accord? En cas d'empêchement ou même parfois en cas de mort. Ah oui. Il faut que quelqu'un termine le mandat. Constitutionnellement, c'est le vice-président auquel ce rôle échoit. Bon. Mais en même temps, on nous dit, oui, on voudrait faire des économies et c'est à ce moment-là qu'on s'avise d'aller mettre un vice-président, alors que le poste a été vacant pendant 2 ans. La Côte d'Ivoire a été gouvernée quand même. Bon, Alassane Ouattara a voyagé plusieurs fois, sans que la Côte d'Ivoire ait à se plaindre de quelque dysfonctionnement que ce soit. Donc qu'on nous dise que maintenant, alors qu'on annonce qu'on a fait démissionner le gouvernement Hachi 1, pour reconduire Hachi 2, avec comme agenda principal, comme principal cahier de charge, de dégrossir un peu l'équipe gouvernementale. Je dis qu'on est là, ici, dans une totale contradiction, parce que je ne comprends pas quelle était la nécessité de faire coïncider ces deux événements en même temps. Bon, maître, on peut s'attendre à tout, sauf la nomination de Tiemoko Melietse Kone. Finalement, on n'est pas parti chercher un RDR ou bien un RHDP pur pour le poste de vice-président. Lui-même connaît sa teinte politique. Mais bon, là, le fait est, on est allé chercher un technocrate pur jus. Donc finalement, il reste à savoir s'il va faire de la politique. Parce qu'en tant que vice-président, son rôle, c'est quoi? Actuellement, c'est rien. Les gens se félicitent de ce que, ah oui, on a pris un économiste. Un économiste vice-président, il n'a aucun rôle dans l'ordonnancement de l'action gouvernementale. Aucun. Donc, un Premier ministre économiste, je peux comprendre qu'on fasse des spéculations sur ses aptitudes à apporter du génie nouveau dans la vie économique, les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Mais comme vice-président, non, pour l'instant, c'est zéro. Donc, le fait qu'il soit économiste, technocrate, etc., ça ne nous console pas de ce que, finalement, c'est un jeu à somme nulle, parce que, oui, Ouattara a nommé quelqu'un qui sera le prolongement de lui-même. Donc finalement, on n'y gagne pas beaucoup. La plus-value politique, elle est mince, quoi.
Alors, l'économie dont vous parlez tout à l'heure, c'est au niveau du gouvernement Achille II qui sera réduit à une trentaine de ministres. Oui, comme si ça suffisait, alors parce que je ne sache pas quand même que les départements ministériels soient aussi budgétivores pour qu'il suffise de réduire 10 pour que l'État constate des économies considérables. Hein. Non, ça sera marginal. Mais tout ça, enfin, ça ressemble à du saupoudrage. Parce que, non, qu'on nous fasse un vrai changement politique, qu'on nous dise cap sur, allez, s'il a envie de se représenter, qu'il en donne la direction, mais en même temps, ce qui est regrettable dans le choix de M. Méliet-Koné, c'est quand même que le bonhomme a 73 ans, oui, 113 ans. Alassane Ouattara n'arrête pas de dire qu'il faut passer le relais à une nouvelle génération, et c'est à des gens de 73 ans qu'il pense quand ils pensent à la nouvelle génération. Alors franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble dans son imaginaire, mais il y a aujourd'hui de très jeunes cadres ivoiriens à pléthore, c'est-à-dire aussi bien dans le RHDP qu'en dehors du RHDP, qui pourraient être de très bons successeurs d'Alassane Ouattara dans le cadre constitutionnel d'une succession accidentelle, vice-président, sans que ça gêne quoi que ce soit, sans que ce soit une cohabitation gênante, parce que le vice-président n'est pas là pour tous les jours poser des actions de gouvernement. Donc, il aurait pu très bien sortir même du RHDP en choisissant son vice-président. Ça donnerait d'ailleurs un bon signal pour la réconciliation, qui est quand même le poste sur lequel il n'a pas marqué beaucoup de réussite. Vous avez pensé particulièrement à qui? Non seulement au sein du RHDP, mais également au niveau de la classe politique ivoirienne. J'aurais attendu quelque chose de très ébouriffant, quoi, une belle surprise. Attendez, pourquoi pas Soro Guillaume? Voyez-vous? Ah oui, là au moins on aurait vu que bon, il y a du challenge. Là au moins on aurait vu que bon, voilà, il y a une volonté de réconciliation. Soro Guillaume, c'était son camp avant. Soro Guillaume, c'est l'homme qui l'a fait. Bon, alors, ce serait un juste retour des choses. Oui, on aurait pu aller jusqu'à imaginer ça. C'est pas complètement fou en politique. Il faut avoir un peu d'audace. Mais là, on est allé chercher quelqu'un dont on est sûr de la platitude. Bon, non, il n'y a aucune surprise. Sauf que Soro Guillaume a 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Mais oui, enfin, 20 ans de prison en Côte d'Ivoire dans les conditions que l'on sait. Bon, mais écoutez, oui, vous savez, Gbagbo Laurent a fait 10 ans à la CPI pour n'avoir rien fait du tout. On a vu ça aussi. Donc bon, je ne demande pas qu'il nomme Gbagbo. Mais nommer Soro à ce poste, ça aurait été quelque chose de plus audacieux et ça aurait eu du fun. Voilà. Même selon vous, Maître Éric Emmanuel Sosa, en tant que technocrate, qu'est-ce que M. Koné peut apporter? Rien. Mais attendez, technocrate vice-président de la Côte d'Ivoire, et il y a un Premier ministre, un gouvernement dont il ne fait pas partie. Parce que dans l'ordonnancement des choses, le vice-président, il n'a que des attributions très protocolaires. Alors qu'il soit technocrate ou qu'il soit un politique grand teint, ça ne nous apporte pas de plus-value réelle. C'est pour ça que je dis non. Sauf à relire la constitution ivoirienne autrement, je pense que là, le choix qui a été fait est le choix de quelqu'un dont on s'assure de la docilité pour être sûr qu'en cas de pépin, on est alors là dans la continuité assurée. Parce que bon, ils ont le même pédigré, c'est le moule BCAO, quoi. Bon, d'accord, ok. Allez, on va aller en France. Maître Éric Emmanuel Sosa, le second tour de l'élection présidentielle en France, c'est le 24 avril prochain. Ce second tour va opposer le président sortant Emmanuel Macron à Madame Le Pen. Le débat, est-ce que ce débat, Maître Éric Emmanuel Sosa plutôt, sera déterminant pour le second tour? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous interrogez la rue française, d'après les émissions que nous avons vues, les micro-trottoirs et les sondages, le débat ne va pas fondamentalement changer la position des gens. Parce qu'il y a une colère sociale, il faut l'entendre. Et cette colère, elle est malheureusement portée par Marine Le Pen seule. Et le clan qui soutient Macron n'est pas porteur de cette colère-là. Elle est plutôt, disons, aujourd'hui, entre les mains des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne vont pas attendre
de se déterminer, puisque quand même, il est le faiseur de roi aujourd'hui, avec 22% au premier tour. Il représente quand même un vivier électoral très important. Et le mot d'ordre qu'il a donné, et qui est un mot d'ordre qui est une recommandation négative, c'est-à-dire ne donner aucune voix à Marine Le Pen, ne veut pas dire, à contrario, aller voter Macron, parce que ça laisse énormément de voix ouvertes à l'abstention et au vote blanc. C'est une autre façon d'exprimer aussi son mécontentement. Et quand vous voyez le taux d'abstention qu'il y a eu au premier tour, il n'y a rien dans l'ordonnancement du second tour qui va modifier sensiblement le taux de participation au second tour. C'est pour ça que je dis, non, ce débat ne va pas être déterminant pour les électeurs encore vacillants. Et donc pour vous, c'est plié pour Madame Le Pen, par exemple? Plié, c'est-à-dire... Madame Le Pen, Macron va la gagner? Mais, oui, puisque... Bon, écoutez, encore une fois, c'est le scénario qui se profile. On prédit une victoire à la Pyrrhus. Monsieur Macron gagnera sans coup férir. Il gagnera sans avoir livré bataille parce que, bon, mais finalement, à force que tout le monde dise tout sauf Marine Le Pen, bah, lui, il récolte la mise parce que bon, les gens ne veulent pas. C'est pas un gros appétit de Macron qui va faire élire Macron. C'est une haine féroce ou une phobie de Le Pen qui va faire élire Macron. C'est ça, il faut... Enfin, on n'est pas grand clair, on n'est pas non plus un politologue de haut vol en disant cela. Hein. C'est pas... Est-ce qu'à partir de cela, Maître Éric Emmanuel Sousa, est-ce qu'on peut noter qu'il n'y a pas aujourd'hui une personnalité aussi forte politiquement en France? Monsieur Macron est une personnalité politique forte, parce qu'il faut voir d'où il est venu et comment il a raflé la mise il y a 5 ans. C'est un tour de force et c'est quand même là, du coup, l'affirmation de qualités exceptionnelles et qui sont rares en politique. Lui, il a fait, et je crois que pour ça, il faut saluer son génie politique. Donc oui, ça en fait un homme politique très fort. Je crois que, bon, écoutez, gouverner un pays comme la France, c'est quand même pas chose facile. Et il faut quand même se rappeler qu'avant lui, aucun de ses prédécesseurs ne s'est mis en position de faire un deuxième mandat. Lui, il se met en position de faire un deuxième mandat. Donc, il faut compter avec lui. On peut ne pas l'aimer, mais reconnaître que quand même, c'est un politicien de grand talent. Et comme président de la France, on peut trouver beaucoup à redire sur énormément de questions qu'il n'a pas su régler, mais également reconnaître que la France se porte quand même bien sous le gouvernement de Macron. Et se porte quand même bien sur beaucoup de plans, je veux dire, en comparaison avec d'autres pays d'Europe ou des économies qui sont comparables. Bon, maintenant, sur le plan social, bon, la colère monte et beaucoup de choses vont faire débat au cours de son second mandat. Parce que le problème de la retraite n'a pas été réglé. Ouais. La crise de la pandémie Covid a démontré que le système hospitalier dysfonctionne gravement et qu'il faudra le revoir. Les personnels médicaux ont des doléances qu'il faut adresser sérieusement avec moins de dogmatisme. Bon, quand je dis dogmatisme, c'est que ici nous avons affaire à un libéral pur et bon, le tout libéral a aussi des conséquences sociales catastrophiques qui sont incompatibles avec la demande sociale que la France porte, enfin que l'électorat français en général porte. Et cette demande de justice sociale, elle est aussi bien identifiée chez les électeurs de Marine Le Pen que chez les électeurs de Philippe Poutou. Donc quand vous prenez tout le monde ensemble jusqu'à Mélenchon, c'est à peu près les 3/4 de la population qui demande à M. Macron de faire un peu plus de politique sociale. Donc, quelque part, son deuxième mandat va être un peu heurté par rapport à toutes ces problématiques, mais le fait est que, bon, on le donne déjà gagnant parce que
on nous refait à chaque fois le même coup, quoi. Bon, Marine est là au deuxième tour. On s'habitue à voir le Front National au deuxième tour pour pouvoir le battre. Donc finalement, ça devient même une stratégie de campagne. Faire en sorte que ce soit Le Pen qui soit au deuxième tour pour être sûr de gagner, parce que bon, finalement, c'est un votre poussoir, vous comprenez? Et ça, c'est ce qui est frustrant dans l'affaire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, aussi brillant qu'il soit, ce débat ce soir, il ne va pas renverser les convictions qui sont déjà assez consolidées auprès de beaucoup de gens qui savent pourquoi ils voteront Macron, pourquoi ils ne devront pas voter Macron, et ceux qui veulent voter Le Pen sont déjà dans un mouchoir de poche. Parce que, bon, en dehors du report de voix possible de Éric Zemmour, si vous rajoutez les voix que Marine Le Pen a déjà fait au premier tour, même s'il y a un sursaut, ce qui m'étonnerait beaucoup, elle n'a pas mathématiquement l'avantage. Donc oui, avantage Macron. On parle beaucoup de Madame Le Pen aussi qui aurait posé des actes de corruption. Ce sont des rumeurs. Vous pensez que ça peut aussi agir? Vous savez quoi, Madame Le Pen n'est pas à une rumeur de corruption ou à un dossier de dérapage près. Il y a des dossiers contre elle, comme il y a eu des dossiers comme beaucoup d'hommes politiques. Il ne faut pas aller dire que parce qu'elle elle incarne ce Front National qui, pendant longtemps, a été quand même un parti problématique pour beaucoup de choses dans l'expression démocratique française. Alors il faut l'accabler davantage. Je l'ai dit la dernière fois, elle est déjà un handicapé patronymique. C'est pas facile de s'appeler Le Pen quand on veut faire de la politique en France, mais il faut admirer le courage qu'elle a d'exprimer ses convictions politiques comme elle le fait, avec parfois du talent. Mais même si on ne l'aime pas, il faut reconnaître. On a beau détester son chien, il faut reconnaître qu'il a les dents blanches. Alors, à part peut-être le débat de ce soir, quelle a été l'influence de ces débats qu'on a déjà eu en France avant le deuxième tour? Écoutez, non, des débats homériques ont marqué l'esprit des téléspectateurs français. Le débat emblématique Mitterrand-Giscard de 1981, le débat d'avant, toujours de Giscard-Mitterrand en 1974, qui a donné l'avantage à Giscard contre Mitterrand, puis au tour suivant, c'est Mitterrand qui l'a gagné, et le débat de 1988 entre Chirac et Mitterrand, ce sont des débats importants parce que, vous voyez, voilà des débats qui opposent deux façons de voir la France et deux France qui se regardent à chaque fois en chien de faïence, mais qui ne se feront pas de mal parce qu'on est dans une opposition purement idéologique. On a toujours eu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un homme politique qui, en fait, est une sorte d'ovni. Il n'a pas de colonne vertébrale idéologique bien définissable. Il est aussi bien de gauche que de droite en fonction de certaines de ses politiques. Et puis, en face de lui, on a une candidate extrémiste. Bon, du coup, si vous voulez, la candidate extrémiste, on ne s'attend pas à ce qu'elle dise quelque chose qui rassemble. Elle est dans un discours et dans une rhétorique toujours violente et vulnérante pour une certaine population de la France. Donc, quelque part, le débat de société, il ne se passe pas sur le même terrain, on va dire. Donc, du coup, l'intérêt du débat, il est, vous voyez, un peu affadi à cause de cela. Parce qu'il n'y aura rien par rapport à ce qui s'est passé la fois d'avant. Parce que, bon, on sait quels sont les points faibles, les points sur lesquels Macron va attaquer Marine Le Pen. Et tout le monde sait à peu près ce que Marine Le Pen est capable de reprocher à Macron. On l'a déjà entendu au premier tour. Il n'y a pas de raison que quelque chose au deuxième tour arrive à modifier ou donner un peu plus de texture à ce qui va être dit ce soir. C'est la raison pour laquelle ce débat, malheureusement, ne va pas marquer l'histoire. Mais bon, enfin,
j'attends de le voir pour le juger. Je ne vais pas préjuger de ce qu'il sera, parce que, bon, là aussi, quand même, on ne va pas jouer les pythonistes. Mais je ne m'attends pas à être ébouriffé, quand même. Alors, maître, si vous le permettez, on va terminer par l'Ukraine. La Russie a lancé une offensive majeure sur le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, a confirmé lundi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou ouvrant une nouvelle phase de son invasion après avoir, pour le moment, échoué à prendre la capitale Kiev. Alors, d'abord, on va parler de la capitale Kiev. Est-ce que c'est un échec, maître Éric Emmanuel Sosa? Écoutez, oui, dans la mesure où ils ont échoué à assiéger Kiev. Mais bon, apparemment, l'opération n'était pas si facile et elle aurait été mal préparée, d'après les stratégistes militaires. Bon, mais cependant, vous savez, je suis toujours surpris quand je vois les commentateurs et les politiques qui ont autorité pour parler de ce dossier, par la façon dont ils mettre de côté finalement les succès possibles de la diplomatie. On continue de parler de la guerre et de l'intensification de la guerre en Ukraine. On continue de se plaindre que Vladimir Poutine et son armée fassent des morts ukrainiens en plus grand nombre chaque semaine. On continue de dire que finalement la solution c'est de donner plus d'armes et plus de moyens militaires à Zelensky, mais on ne parle pas des solutions alternatives, forcément diplomatiques, qui pourraient mettre fin à cette guerre et faire taire les armes. Alors, maître, vous pensez que jusque-là, sur le plan diplomatique plutôt, beaucoup de choses ont évolué? Non, il y a eu beaucoup de gesticulations, beaucoup de voyages à Kiev, et beaucoup de coups de téléphone, mais apparemment, on ne voit pas quel est finalement l'engagement diplomatique vers la paix. Parce que c'est quand même, fondamentalement, quand il y a des belligérants, l'approche la plus souhaitable, c'est de les séparer. Mais là, non. On veut qu'ils se battent encore plus. C'est ce qui me sidère quand je vois ça. Alors, chaque matin, on cherche des moyens, parce qu'on a un ennemi commun, décrété, autoproclamé. Il faut absolument le mettre à genoux. Donc on fait assaut de génie de toutes sortes pour affaiblir la Russie et renforcer l'Ukraine. Et pendant ce temps, on s'étonne que la guerre fasse des morts. Alors on s'étonne qu'il y ait des civils qui meurent. Mais attendez, s'ils savent faire la guerre en ne tuant que des militaires au front, mais qui nous montrent comment? Et toutes les guerres qu'ils ont faites, toutes les guerres du monde ont tué des civils qui n'ont rien demandé à personne, qui même fuyaient la guerre. Vous voyez, toutes les guerres du monde nous ont montré des fugitifs, des réfugiés, bombardés. Attendez, ça, personne ne fait exception. Hein. Depuis, on ne va pas monter aux Templiers, quoi. Mais quand même, voyez-vous, l'histoire de l'Europe n'a été que ça. L'Europe a été construite sur la violence. Vous savez, les guerres napoléoniennes. Allez à Paris, tout autour de l'Arc de Triomphe, c'est Wagram, c'est Iéna, c'est que des lieux de guerre. Voyez-vous? Et c'est que des généraux qui ont fait la guerre. Donc, ou des maréchaux, la plupart du temps. D'accord? Donc, on a à chaque fois magnifié l'âme belliciste des grands dirigeants. Donc un grand empereur, il doit être d'abord un grand guerrier. Vous voyez, et du coup, quand on a l'inconscient habité par une mentalité comme ça, forcément, on propose plus de guerre que de paix. Donc aujourd'hui, je suis désolé, et en tout cas plein de dépit, de constater qu'on ne propose pas beaucoup de solutions en faveur de la paix. Et j'appelle de ce petit micro de New World TV, hein, attention. Qui est suivi partout. Hein, oui, bon, enfin, mais peut-être pas par les gens qui devraient entendre bien sûr, oui. Que je pose. Oui. Ils devraient s'adresser à ces grands du monde qui se prétendent comme tels et qui veulent le casser. Mais non, il faut qu'ils essayent de remettre balle à terre
pour dire à M. Zelensky qu'il y a une possibilité de se sortir d'affaire en dehors de la guerre et inviter M. Poutine à considérer également cette possibilité. Ou vice-versa. À considérer cette possibilité. Parce que, non mais, qu'est-ce qu'ils veulent, l'un et l'autre? Écoutons-les quand même. Ouais. Écoutons un peu ce qu'ils veulent l'un et l'autre. Et pas se taper dessus. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un célèbre avocat au barreau du Togo. Merci infini. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.